Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire. Pour chaque épisode, nous lisons un livre qui a fait l'actualité, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Grâce à Torchon, vous pourrez briller en société et parler du livre du jour sans même l'avoir lu. Je suis Léa et je suis aujourd'hui avec Martin. Hello. Et nous avons lu Confession d'un hétérosexuel légèrement dépassé de Frédéric Beigbeder, paru aux éditions Albin Michel en 2023. Comme Frédéric Beigbeder utilise sa vie pour écrire des livres, je vais juste vous lire le petit intitulé pour le décrire. Frédéric Beigbeder est donc né en 1965 à Neuilly-sur-Seine. Il est l'auteur de L'amour dure 3 ans en 97, 99 francs en 2000, Windows in the World, Windows on the World, prix Interallié en 2003, un roman français prix Renaud 2 en 2009. Il est critique littéraire au Figaro Magazine et au Masqué à la Plume sur France Inter. Il anime chaque vendredi l'émission littéraire de Radio Classique. Et il se trouve que j'ai en face de moi quelqu'un qui l'a rencontré. Oui, effectivement, on a eu l'occasion d'interviewer Frédéric Beigbeder avec une camarade de promo quand j'étais à l'ESSEC en 2017 dans le cadre de la tribune étudiante Les Mardis de l'ESSEC. Et on a pu avoir un très bon moment d'échange sur la littérature, c'est la part de vrai et de faux dans ses bouquins, globalement la posture d'écrivain qui est quelque chose qui est au cœur de son œuvre. Oui, et puis on reviendra dessus parce qu'en fait, c'était le problème principal pour critiquer ce livre. Mais avant toute chose, la question que je voulais te poser, c'était genre, pour cette interview, tu as dû lire la plupart de ces livres. Comment tu comparerais le livre qu'on a lu aujourd'hui avec tes précédentes expériences de lecture Alors, ouais, j'avais dû lire de manière assez précipitée, j'avais eu 15 jours pour préparer, j'avais lu 7 ou 8 livres en 15 de jours. Beigbeder. Oui, c'était assez intense. Ce que j'en retiens, c'est qu'il y a vraiment une unité dans ces premiers bouquins, ceux qui sont écrits en gros avant 2000, donc Mémoire d'un jeune homme dérangé, Vacances dans le coma, L'amour dure 3 ans. 99 francs, Nouvelles sous extasie, qui forment vraiment un tout assez homogène où il y a une certaine qualité littéraire, c'est indéniable, et on suit les aventures d'un jeune pubard, Octave, ou d'un double de Beigbeder, ça dépend des bouquins, mais avec quand même des caractéristiques très proches de celles de l'auteur. Donc on est toujours dans ce jeu entre la fiction, l'autobiographie. Là, dans le livre qu'on a ici, on n'a pas ce recours à l'autofiction, on est vraiment plongé directement dans la vie de Frédéric Beigbeder et ses réflexions plus ou moins pertinentes et polémiques sur les sujets du temps. Et donc en fait, ce livre est en plusieurs parties, en 5 confessions en fait. La première confession s'appelle « Moi aussi, je suis une victime » et est à la suite d'un vandalisme qui a eu lieu sur sa maison en 2018. Et donc, il va revenir sur son rapport au féminisme. Ensuite, il y a Adieu la coke sur sa sobriété, le fait qu'il a arrêté la cocaïne. Le refuge, qui est sur son expérience de retraite en monastère dans le sud de la France. Un chaos structuré, qui est un retour d'expérience sur quelques jours passés dans un régiment d'infanterie. Et ensuite, Un désir effrayant, qui est sa dernière addiction, on n'a qu'à dire, qui est le sexe. Et donc son rapport au désir sexuel. On va être des gens très sérieux et on va essayer de définir ce qu'est une confession tout en n'ayant jamais confessé quoi que ce soit de manière ni sacrée ni juridique, alors qu'il me semble que Frédéric Beigbeder étant lui-même à la fois catholique et en même temps ayant eu des problèmes avec la justice, a une meilleure expérience de ce qu'est une confession que nous. Donc une confession, c'est quoi, Martin? Est-ce que finalement c'est pas un moment de réflexivité sur soi où on prend une distance à la fois qui peut être une distance temporelle par rapport aux faits, une distance qui peut être géographique également, et on révèle des secrets d'une mauvaise conduite qui ont fait du tort à quelqu'un avant d'évoquer des pistes de rédemption. Pour moi c'est ça une confession. Donc déjà, il y a cette idée qu'il faut être précis, ou du moins qu'il faut vraiment révéler la faute, quoi. On peut pas juste dire j'ai fait quelque chose de mal, mais il faut un peu expliquer la chose de mal en question. Ensuite, je pense qu'il y a un autre enjeu, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire que quand tu fais une confession, il y a aussi ce côté un peu j'ai merdé, j'ai bel et bien été responsable de ce mal. Et je trouve qu'il y a un enjeu aussi, et ça c'est complexe, parce qu'en fait une confession dans le catholicisme, c'est quelque chose que tu fais uniquement avec une autre personne qui est un prêtre, qui a le secret de la confession.
Et il y a quand même une tradition littéraire de la confession, donc avec les confessions de Saint-Augustin qui sont les premières, et ensuite les confessions de Rousseau, où il va avoir une manière de faire peut-être un peu plus publique, dans le sens où il va raconter sa vie à tout le monde. Et l'idée, en tout cas dans les confessions de Saint-Augustin, c'est qu'il raconte tout ça pour montrer qu'il a été sauvé par le Christ. Et donc, il y a l'idée que à la fin de la confession, on est censé être un homme nouveau, quoi. Et là, si on suit Beigbeder, il a finalement été sauvé par le mariage. En tout cas, c'est ça qu'on est Oui. censé croire à la fin du bouquin. Bon, à voir. À voir si on a été très convaincus. Oui, la morale de ma confession est très chrétienne. Le monde ne peut pas être régi uniquement par le désir. Or, nous avons tout abandonné sauf lui. Si nous n'avons plus que le désir comme boussole, nous sommes irrémédiablement fichus. Donc, ce que je propose, c'est qu'on suive les confessions les unes après les autres. Donc, commencer par « Moi aussi, je suis une victime », où finalement, on a cette impression que il se complaît quand même pas mal dans une sorte de statut de victime. Déjà, il considère que le fait d'être une victime, c'est un peu une sorte de statut. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques personnes qui bombent sur sa maison. Ici vit un violeur. Et la raison derrière ce vandalisme, c'est qu'il y a quelques années auparavant, il a signé une tribune qui était sur la question de la pénalisation de la prostitution, enfin des clients de la prostitution. Et donc très rapidement, il se met dans une posture donc à la fois de victime et il se met du côté d'un certain nombre d'auteurs qui ont été mis en danger pour leurs écrits. Moi, ça m'a un peu énervé qu'il se compare à Salman Rushdie parce que bon, il n'est pas Salman Rushdie à bien des égards. Et donc, il va commencer, à cause de ce vandalisme, de cette affaire de vandalisme, à faire une critique du féminisme. Il va d'ailleurs revenir sur les accusations qu'on a eues contre lui pendant un peu MeToo, on n'a qu'à dire ça comme ça. Page 23, il dit J'aurais alors explosé de rire quand cette personne m'a confié avoir été victime d'une tentative de viol. J'ai essayé de me souvenir de cette conversation privée ayant eu lieu dans mon bureau il y a 20 ans. J'ai été convoquée par la police pour témoigner. J'ai dit au policier chargé de l'enquête que je ne me souvenais de rien, mais cet éclat de rire ne me ressemble pas. Et en fait, c'est un fait important, c'est-à-dire que, comme on le disait, une confession, c'est l'idée de donner tout. C'est-à-dire que tu ne peux pas te confesser à demi. Et donc là, il ne parle pas de qui l'a accusé de ça. Il confesse en fait ne pas s'en souvenir, donc c'est aussi simple que ça. Et ensuite il dit non mais en fait c'est faux, j'ai jamais fait ça, tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose que je ferais. Il y a ce côté où déjà on l'a accusé de quelque chose et lui à rebours du concept de confession, on va dire non mais en fait c'est faux, pour le dire simplement. On n'est pas dans la confession, on est dans l'anti-confession, je sais pas comment dire. Oui, c'est au moins la demi-confession, voire la confession qui fonctionne à rebours et qui est plutôt une mise en accusation. Et c'est ce qui ressort dans la totalité du bouquin. C'est globalement une mise en accusation du système de valeurs promu par ce qu'il appelle les wokistes. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il va dire, non, mais bon, certes, les femmes sont des victimes, mais les hommes aussi. On est tous victimes de quelque chose. 100% des êtres humains ont un dossier dans leur passé. Toutes les femmes ont été draguées, droguées, harcelées, abusées, voire pire. Mais les hommes aussi. Pourquoi serions-nous épargnés? Etc., etc. Et donc, il y a cette idée où, en fait, il va laisser tomber toute forme de mesure. C'est-à-dire que, certes, les femmes font face à des problèmes, mais les hommes aussi. À nouveau, quand il parle de patriarcat, il dit « Quel patriarcat? Ma génération ne sait pas ce que c'est. Les papas sont tous partis de chez eux. Il n'y a pas de père non divorcé dans les années 70. Il est où le fameux patriarcat dont les féministes me rebattent les oreilles? J'ai été éduquée par une mère célibataire qui travaillait pour nourrir 2 fils. » Là, ça serait intéressant peut-être de noter une chose, c'est que en fait, il fait appel à une rhétorique qui est je l'ai découvert très très ancienne. Pour préparer le podcast, j'ai lu La crise de la masculinité de Francis Dupuy-Derry, qui va en fait faire l'historique de ce concept de crise de la masculinité, et on découvre à travers ce livre que la crise de la masculinité, c'est tout le temps. C'est-à-dire que la masculinité est tout le temps en crise, et donc par définition, ça ne peut pas être une crise si c'est tout le temps en crise. Et 2 choses qu'il souligne, Francis Dupuy-Derry, c'est que d'un côté, on va tout de suite montrer que les hommes ne sont plus pères, qu'ils ne sont plus dans leur posture de père. Et un autre argument masculiniste, c'est de dire les femmes sont victimes de violences, mais les hommes aussi, mais on parle que des femmes, donc finalement, le féminisme n'a pas lieu d'être et on remet en question... et donc il y a une crise de la masculinité, quoi. Donc bref, en quelques pages, là on est page 26,
finalement la confession elle est foutue quoi. Ah oui, oui, ça tombe à l'eau extrêmement rapidement, même dès la page 14, je cite, ce matin de 2018, j'ai compris que les bad buzz et les shitstorms pouvaient sortir de Twitter pour entrer dans la vraie vie, non virtuelle, celle où les enfants découvrent des coulées de haine peinturlurées sur leur maison et pleurent de peur. Fermez la citation, on est page 14, et là, Bec BD est déjà en train de se victimiser à fond. 4 pages plus tard, la même année, donc 2018, j'étais présent lors d'une attaque à main armée au bar du Ritz, et il conclut, donc ça lui a causé des problèmes de santé qu'il a découvert à cette occasion-là, ou qui se sont déclenchés à cette occasion-là, et il conclut, page 21, j'ai peut-être encore une dizaine d'années à vivre, je décide de passer chaque journée qui me reste à être fier de ce que je suis, je lance la Bec Pride. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il parle de Matzneff, et il parle du fait que à bien des égards, il a beaucoup aidé Matzneff et il a été ami avec Matzneff pendant assez longtemps et on lui a reproché cette amitié avec un homme pédophile. Je trouve, enfin, j'ai toujours ce truc avec Torchon qui est que je vois le potentiel des livres et là, je trouve que ça aurait pu être un aspect assez intéressant, c'est-à-dire, oui, bah, qu'est-ce que ça fait d'avoir été ami avec un homme et d'avoir accepté un tel vice. Enfin, je reste dans le vocabulaire chrétien, mais comme il se victimise et il cherche ce statut de victime, il s'empêche finalement une littérature qui aurait été très intéressante sur justement quelque chose qui est de l'ordre assez objectivement d'une faute, c'est-à-dire être ami avec un homme aussi horrible. Et ça, il le fera pas, parce qu'à nouveau, c'est une victime, il a rien à se reprocher. À vrai dire, c'est quelqu'un de féministe. Enfin, il va jusqu'à dire que lui, il est très anti-sexiste et qu'il est en fait pour le congé paternité, il est pour plein de trucs. Il a été là pour certaines victimes d'agressions comme Tristan Bannon. Voilà, il y a ce côté où en fait, il fait penser à ces gens un peu narcissiques à qui on fait des reproches et à la fin de la conversation, eh ben non seulement c'est eux qui vous font le reproche et c'est à nous, on est sommés de s'excuser. C'est très agaçant à le lire. On croirait presque que c'est un allié qu'on empêche d'aider la cause des femmes. Enfin, je cite page 30, me croyant un bobo tolérant dans une démocratie moderne, je ne prenais pas au sérieux les woke. Page suivante, il regrette de ne pas avoir pu participer à une manifestation de nuit en non-mixité choisie sans homme cisgenre. Et voilà, il regrette de pas pouvoir apporter sa contribution à l'édifice et que les gens préfèrent être en non-mixité. Alors qu'on est bien d'accord que le mec, il aurait fini dans une boîte de nuit au lieu d'avoir fait cette manifestation. Enfin, c'est clair. C'est une posture qui est pas tenable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il cite Virginie Despentes, qui a écrit un livre qui s'appelle Cher connard. Et ce qui est intéressant avec le Cher connard de Virginie Despentes, c'est qu'en fait, finalement, le potentiel du livre qu'on lit est réalisé dans ce livre-là. Dans le sens où il y a des phases de confession dans Cher connard, il y a une introspection du personnage principal. Je trouve Virginie Despentes a réussi ce que Bec BD n'a pas réussi à faire, et je pense que Bec BD en est conscient, et c'est pour ça qu'il la cite en fait. Bec BD cite tout le monde. Hein, on est au courant que Bec BD a une culture. Je pense qu'on a au moins 5 noms par page. On reviendra sur Annie Ernaux parce que je pense que le nom qui revient le plus c'est Annie Ernaux. Mais en tout cas, il y a déjà cette figure un peu de féministe qui est Virginie Despentes. Un dernier aspect, c'est qu'il se pose vraiment en défenseur de la démocratie. Enfin, finalement, c'est les woke qui sont dangereux. Page 34. Les woke sont des fanatiques dangereux, mais je fais le pari qu'on peut discuter avec eux, examiner chaque scandale, chaque accusation, chaque cancellation attentivement et rappeler les principes fondamentaux du droit. On ne rend pas la justice sur un plateau de télé, on ne balance pas des noms sans preuve sur les réseaux sociaux. La parole des victimes doit être libérée, mais en tenant compte de la présomption d'innocence et sans oublier que le doute doit profiter à l'accusé. Sinon, on renonce à la démocratie pour basculer dans le totalitarisme et la justice devient du lynchage. Merci Frédéric Bec BD pour cette défense en règle de la démocratie et des grands principes de la justice. C'est vrai qu'on en avait bien besoin. Oui, surtout qu'il a fait face à la justice et il a eu des mots ultra durs sur le procureur qui, je crois que c'était dans un roman français, il a dû censurer certaines de ses pages. Enfin, je crois que c'est son éditeur qui a censuré certaines de ses pages. Donc c'est quand même marrant que ce mec qui a eu des problèmes avec la justice, qui s'en est pris plein la gueule, soit tout d'un coup défenseur de cette même justice. Enfin, c'est assez étonnant. Et puis cette idée que on sait pas trop qui c'est, les woke. Il faut libérer la parole, mais en même temps, il faut pas parler.
Ça, c'est assez marrant parce que il dit, ouais, c'est bien la libération de la parole, mais pas sur les réseaux sociaux, pas sur les plateaux de télé. En fait, il faut pas parler hein, dans ce cas-là. Ou alors on doit en parler que dans les dîners mondains. Enfin, comment ça se passe en fait? C'est-à-dire que la libération de la parole n'aurait le droit d'être fait uniquement enfin, devant un tribunal. C'est tout. On est censé être fermer notre gueule à part devant un procureur. Enfin, ça me paraît, c'est à nouveau un argument qu'on retrouve partout. Enfin, disons-le, c'est ce que tu viens de citer, c'est ultra cliché, tu vois. Bien sûr. Oui, je l'ai déjà entendu ça. Enfin, waouh. Et ça pose tout de suite une question de comment lire ce livre finalement. Quel est le degré d'adhérence, le degré de cynisme de l'auteur, à quel point est-ce que l'auteur adhère à ce qu'il écrit lui-même, et à quel point est-ce que du côté de la réception, du côté du lecteur, on est censé lire ça au premier degré ou au 150 millième degré, en mode Frédéric Beigbeder est en train de caricaturer un comportement aujourd'hui en se plaçant dans une position caricaturale. Confession numéro 2, adieu la coque. Donc, après avoir critiqué de manière assez cliché et classique les soi-disant woke et les autres féministes de tout poil, Frédéric Beigbeder va donc confesser un premier péché qui serait la cocaïne. Il s'est toujours présenté, et je pense que tu es d'accord avec moi, comme un cocaïnomane festif. Ouais, c'est toujours un mec qui a voulu se montrer cool en disant oui, je prends de la coke, je vais aux toilettes avec plein d'autres gens pour prendre de la coke, c'est génial, c'est trop bien. Et oui, et là, ce qu'il dit, finalement, je sais pas si t'as la citation sous la main. Il dit la coke est devenue has-been. Il est sans doute temps d'en dresser une sorte de bilan. Et alors ensuite, il va parler à nouveau énormément de name dropping. C'est cool, la coke, à partir du moment où c'est la coke de Scorsese, de Bret Easton Ellis. Et c'est cool parce qu'en fait, lui, il vient d'un milieu très traditionnel, conservateur, qui est la bourgeoisie de Neuilly. Et là, tout d'un coup, il est trop fier de lui de prendre de la coke et d'être un cocaïnomane. Et en fait, finalement, la raison pour laquelle il arrête, c'est que en fait, la coke devient un peu has-been. C'est ça, il se rend compte qu'il est totalement dépassé. Page 50, je cite, proposer une poutrasse aux chiottes équivalait à demander à quelqu'un son numéro de téléphone alors que tout le monde se chopait sur Facebook. Le sommet de la désuétude. J'ai pris 100 ans ce soir-là quand j'ai pigé que les playboys de la jet set ne suscitaient plus que de la compassion et que la relève me prenait pour le Jean-Claude Van Damme du Flore. Oui, et la jet set en question, c'est Yann Barthès. Et c'est une scène qui se passe en 2005 au Festival de Cannes. Et donc Yann Barthès et son producteur Laurent Bon refusent une ligne de coke et le regardent un peu en mode « tu fais pitié ». Quoi. Et c'est marrant parce que ça donne cette impression que la raison pour laquelle il arrête de se droguer, c'est qu'il fait pitié, quoi, que ça fait pitié de prendre de la coke et que la justification a changé ses comportements. Et c'est un peu genre ah non merde, c'est plus un truc de cool, mais on a l'impression qu'il le fait un peu pour une raison de l'ordre de l'ego. J'ai un peu cette impression que les 2 premiers chapitres sont pas mal, enfin les 2 premières confessions sont pas mal sur le fait qu'il a perdu un certain standing, il a perdu un statut ces dernières années, si ce n'est uniquement à cause de la vieillesse, il commence à vieillir, il ne supporte pas la fête comme avant, il est un peu en gueule de bois. Et donc, j'ai l'impression que les 2 prochaines confessions, celle sur où il va au monastère et l'autre où il va dans l'armée, comme une manière de retrouver une sorte de statut un peu masculin, un peu viril. On lui a enlevé son statut de mec un peu de gauche, un peu destroy, et on lui a enlevé son statut de mec jet-setter, et donc il va revenir à finalement sa famille, c'est-à-dire quelque chose d'un peu conservateur, un peu catholique, un peu traditionnel, pour revivifier sa virilité, quoi. C'est tout à fait ça, c'est le retour de l'ordre moral, c'est l'alliance du sabre et du goupillon, c'est vraiment à côté de cette idée que il va se cacher, il va cacher cet abandon de la coke et d'une vie dissolue derrière une sorte d'élitisme. Page 51, il dit ma nouvelle sobriété est un élitisme, mais aussi un message de génération future, parce qu'il y a aussi cette ligne narrative qui parcourt tout le bouquin, qui est de s'adresser à différents types de lecteurs, mais notamment les générations futures, en disant finalement ne reproduisez pas mes conneries de jeunesse. Je sais pas, tu vois, moi j'y crois pas. Enfin, moi non plus, absolument pas.
Et donc le premier stage, donc c'est le refuge, c'est la troisième confession, c'est quand il va dans un monastère. Et alors le truc qui est assez marrant, c'est qu'il en parle comme d'une expérience incroyable, il trouve ça super d'être cloîtré, et il trouve que c'est une expérience qui est très impressionnante par rapport au reste de sa vie. Et à la fin, je note, en fait, il y est resté 3 jours. Un stage éclair. Oui, c'est ça. Alors que je pense que quand tu fais une retraite dans un monastère, il vaut mieux y rester un petit peu longtemps, enfin, en tout cas plus de 3 jours, si ce n'est que pour vivre la privation pour de vrai, parce que enfin là, il s'est privé pendant 3 jours, enfin un long week-end, quoi. Mais oui, encore une fois, devant l'incongruité de la situation, je me viens la question de savoir si est-ce qu'il n'est pas en train de caricaturer une époque, de se dire finalement toutes ces personnes qui se disent on va faire des retraites, on va aller dans l'armée, on va jeûner, tout ça. Est-ce que c'est pas ridicule finalement, et est-ce qu'il pousse pas le bouchon un peu loin en disant voilà, j'ai fait ça 3 jours pour caricaturer ses comportements. C'est un peu la question que je me pose. Moi, je le vois pas, tu vois. Moi, je crois qu'il est vraiment premier degré en mode waouh, c'est dingue. Enfin, il a une vie tellement hors norme, tellement destroy que passer 3 jours à entendre des prières en latin, c'est déjà énorme pour lui, tu vois. Je pense que c'est ça mais j'ai rien pour te le dire, pour te le prouver. Enfin, j'ai pas non plus de quoi te prouver le contraire. C'est juste que pour dans l'intérêt de continuer la lecture, parce que c'était vraiment très difficile de poursuivre cette lecture et que le livre ne me tombe pas des mains, j'étais obligé d'explorer des alternatives au premier degré parce que sinon c'est pas possible. Ouais, donc d'une certaine manière, t'essayes de le sauver, quoi. Ouais, oui, il y a un peu de ça, et c'est aussi en souvenir de l'interview de 2017 où finalement il m'était apparu comme quelqu'un qui jouait beaucoup avec des postures, enfin qui semblait déjà infiniment fragile, mais qui ne voulait pas non plus se mettre à nu cette fragilité et aller au bout de ce que pourrait être cet exercice de confession. Et finalement, il se rattrape au dernier moment et se met dans une posture qui consisterait plutôt à rire ou à grossir le trait, justement pour sombrer dans la caricature ou le cynisme. En tout cas, ne pas adhérer suffisamment au réel que pourrait recouvrir cette confession. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, moi, je l'ai lu un peu différemment, en mode, il s'est mis à dos une certaine intelligentsia, enfin une certaine société dans laquelle il évolue, c'est-à-dire la société Canal+, Café de Flore et tout ça, qui maintenant est la doublée par la gauche, on va dire ça comme ça. Et donc, comme il se retrouve en porte-à-faux avec cette société-là, il se sent obligé de revenir à ses alliés objectifs, tu vois. Et donc, je pense qu'il est premier degré tout simplement parce que il aime tellement pas les woke, pour les nommer comme ça, que finalement, il se sent un peu obligé de se trouver des alliés chez des moines augustiniens. Et donc, pour moi, c'est premier degré parce que sinon, il a personne, tu vois. Sinon, il est vraiment tout seul. Il conclut en disant, quand Anne Béret, Lola Lafont ou Karine Thuil déclarent « Toute ma vie, j'ai cru que je m'en fichais d'être juive, mais en vieillissant, je m'aperçois que je me sens juive au fond et blablabla ». Tout le monde salue leur sincérité touchante. Et quand moi je déclare « Toute ma vie, je croyais que je m'en fichais du catholicisme, mais en vieillissant, je me prosterne devant Jésus dans une chapelle gothique et blablabla », je me fais traiter de sale réac, d'apôtre de l'intégrisme et du symbole de la bourgeoisie blanche conservatrice, lectrice du Figmag, à jupe plissée, serre-tête, en velours et carré Hermès. La cathophobie est un racisme parfaitement autorisé, voire encouragé en France. Donc c'est très clair que c'est un passage provoque. Enfin, il est provocateur. Le problème, c'est que moi, j'ai été provoquée. Alors, un truc qui est marrant, c'est qu'il dit ça juste après avoir cité Emmanuel Carrère et le royaume d'Emmanuel Carrère. Et ce qui est marrant, c'est que Emmanuel Carrère, donc déjà, a écrit un livre assez similaire. C'est-à-dire, il a littéralement dit toute ma vie, je croyais que je m'en fichais de mon catholicisme, mais en vieillissant, Emmanuel Carrère s'est intéressé au catholicisme. Et j'ai pas l'impression que Emmanuel Carrère s'est fait traiter de gros réac. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais entendu, tu vois. Ça ne tient pas la route, cet argument-là. Parce que je suis juive. Je vis pas l'antisémitisme comme un trait d'esprit ou comme un argument rhétorique ou quelque chose de provocateur. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose d'assez réel. Et donc, c'est un peu le problème de la provocation, c'est que quand on prend les choses au sérieux, comme je prends au sérieux l'antisémitisme parce que ça me concerne particulièrement, la réception du passage est plus la même et c'est assez intéressant comment ma réception a beaucoup changé en un an. Et une dernière chose que j'ai à dire, parce que Bec BD raconte sa vie, donc je vais raconter la mienne, c'est que non seulement je suis juive, mais mon mari est catholique. Et donc je peux constater aussi
à quel point ce passage provocateur est totalement injustifié, quoi. Et donc je dois avouer que en fait, ce qui est un peu désagréable, c'est que ce passage-là, bon là me concerne particulièrement, mais il revient à plusieurs reprises sur l'homophobie, sur le sexisme, Sur le racisme également. sur le racisme. Ouais, mais c'est la question de la légitimité de son intervention. Enfin, qui est-il pour parler de cette place-là, de cette position-là dans la société, alors que lui, il est absolument pas confronté à un racisme systémique, à de l'homophobie systémique, à de l'antisémitisme systémique. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Anne Berès, donc moi j'ai lu La carte postale justement, et je pense que c'est à ça dont il fait référence. Anne Berès, quand elle dit toute ma vie j'ai cru que j'en m'en fichais d'être juive, mais en vieillissant je m'aperçois que je me sens juive au fond. Elle dit pas tellement qu'elle se sent juive, elle dit qu'elle a pas le choix que de se sentir juive parce que en fait sa fille est victime d'antisémitisme à l'école primaire. Donc c'est intéressant comment lui il revient au catholicisme. Parce que de manière assez classique, c'est-à-dire l'homme dépravé qui revient à Dieu à la fin de sa vie. c'est un schéma assez classique. Le retour au catholicisme se fait sur un angle purement individuel et volontaire et plus ou moins consenti. C'est ça, alors que Anne Berès n'a pas de choix que de retrouver son judaïsme parce que elle est assignée enfin en tout cas sa fille est assignée à judaïsme par l'antisémitisme. Et elle se fait rattraper alors que lui il y revient. C'est ça, et je trouve que et à nouveau, enfin, c'est faux dans le sens où, en fait, il y a plein de livres sur des mecs qui reviennent au judaïsme et au catholicisme, et les deux sont plutôt bien perçus. Il y a un marché pour ça. Et puis, s'il est pas content, il peut regarder sur les têtes de gondole aux librairies La Procure. Il y en a beaucoup de ce type de récits. Il n'a plus qu'à aller rue Madame. Attends, peut-être qu'on veut lire le passage qui conclut justement cette confession vas-y. Que je trouve absolument géniale, et on se dit mais finalement, enfin quand on replace ça dans le contexte, c'est de se dire il est resté 3 jours. Oui. Au matin du 4e jour, donc on est page 84. Au matin du 4e jour, je suis reparti dans la société encombrée pour retrouver l'amour et combattre les monstres. À présent que je suis de nouveau noyé dans le tumulte, au fond de mon maelstrom contemporain, de nouveau étourdi et cerné, je me souviens que, quelque part en Languedoc, des hommes en robe blanche continuent chaque jour de chanter sous une nef gothique les mêmes hymnes immatériels pour les siècles des siècles. Penser à ces hommes agenouillés m'aide à tenir debout. Voilà, c'est pour donner un peu quand on vous lit ça semble tellement grotesque de se dire qu'il a passé 3 jours et 3 nuits là-bas. Voilà, l'effet de décalage est vraiment réel. Ouais, et on sent qu'il se prend pas non plus trop au sérieux. Enfin, j'espère, hein, parce que sinon ce passage, je sais pas si c'est extrêmement grotesque ou vraiment genre très 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 au millième degré, quoi. Mais c'est ça qui est très difficile et à la fois très, je dirais presque enrichissant dans la lecture des livres de Bec BD. C'est vraiment classique. On sait jamais comment recevoir ce qui est écrit, comment l'interpréter, et c'est un travail constant de tenir ensemble une lecture premier degré et une lecture au 15 millième degré. Mais en même temps, je trouve qu'on lui accepter le 15 millième degré, c'est finalement lui donner une excuse face à des propos qui sont légitimement débiles, tu vois. Je suis d'accord, ouais. Et donc, est-ce que t'es prêt en tant que lecteur à lui trouver des excuses ou pas? Ça serait lié, je pense, à la qualité de la prose et en même temps une certaine forme d'élégance. Ça, on l'a pas non plus. Et en même temps, une certaine forme de vulnérabilité, ça, on l'a toujours pas. Mais ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Et si j'avais pas dû lire ce livre sous la contrainte, je ne l'aurais pas fini. Contrairement à ces autres bouquins que j'ai lus, et pour le coup, j'ai beaucoup aimé, notamment ceux publiés avant l'an 2000. Et je me demande ce qui a changé. Et je pense que ce qui a changé, c'est qu'il est tombé de grâce. Et je pense qu'il est très mal à l'aise avec ce moment de faiblesse et ce moment de descente. Il est pas à l'aise avec cette descente-là mais justement, est-ce que ça n'entre pas dans son argumentaire qui est finalement de dire les temps ont changé, les mœurs ont changé et aujourd'hui mon écriture est plus acceptée et c'est ça qui est scandaleux, donc je suis une victime. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que son écriture est acceptée. Son ancienne écriture, comme tu le dis, était plutôt bonne. Et donc, en fait, il a changé d'écriture avec les temps et c'est son nouvelle écriture qui est plutôt médiocre, on va dire ça comme ça. Donc, il y a un chaos structuré qui est... Alors, il passe quelques jours à Fréjus. C'est ça, à Fréjus, dans un régiment de marine. D'infanterie de marine, c'est ça. Et donc, en fait, il était à Cannes. Fréjus, c'est pas loin de Cannes. Et donc, il était à Cannes. Il part à Fréjus voir... passer du temps avec ce régiment. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, même chose, il passe pas beaucoup de temps avec eux. Et deuxièmement, il les regarde beaucoup. En fait, il ne participe... À un moment, il dit qu'il participe et tu te rends compte, en fait, il participe
pas tant que ça, pour des raisons assez évidentes. C'est un homme de 50 ans, c'est pas du tout un soldat, il a pas le corps pour. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, il sent une certaine forme de camaraderie avec les personnes. Et finalement, la communion avec les soldats se fait dans la beuverie et les blagues salaces plutôt que dans l'exercice physique. Hein. Il admire beaucoup l'autorité, la discipline, mais finalement, lui n'a pas à subir cette discipline. Donc, il est content que les autres... Et c'est la même chose dans le chapitre précédent, dans le refuge. C'est ça, il jouit de la vision de cette discipline, quoi. Et ça a l'air de lui suffire. Et ensuite, il y a ce côté où il adhère très rapidement aux idéaux de chaque personne à qui il parle. À un moment, il dit qu'il est un zélig et ça se voit ici. Tout d'un coup, on lui parle de la colonisation ou de la justification de pourquoi la France serait dans tel ou tel pays, et il adhère totalement à ces discours-là en disant « Oh, je devrais pas adhérer, mais j'adhère ». Genre, je respecte leur sincérité. Après tout, la coloniale, ce n'était pas eux. Ils arrivent après pour recoller les morceaux. Je m'endors sur ces pensées politiquement correctes. On vient dans un pays, on prend le pouvoir et les richesses et les filles. Et quand on est chassé de ce pays, on revient uniquement pour l'aider à se débarrasser de nous. En fait, il y a un côté poseur, moi je dirais. Il y a un côté où assez rapidement et naturellement, il adhère à des valeurs auxquelles il ne devrait pas adhérer, mais bon. Non, mais c'est clairement un gosse hein, dans ce passage-là, page 109. Quand je suis entouré d'individus armés et casqués, j'ai l'impression d'être un enfant dans une cour de récréation. Il me poursuit, j'ai la chance d'avoir grandi sans être éclaboussé de sang sur les mains. Mon seul crime contre l'humanité est d'avoir travaillé dans la pub pendant 10 ans. Là, on revient encore à la posture assez narcissique de l'écrivain. C'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que dans ces deux passages, enfin ces deux chapitres, il ne fait à chaque fois, il arrive à rappeler qui il est, d'où il vient. C'est une écriture où il ne laisse quand même assez peu de place aux autres. Et donc, à la fin, il appelle son père et son père lui dit « Ah, au fait, ton arrière-grand-père, il était colonel, il vient d'une famille de militaires. » Et il dit « Ah, en fait, c'est génétique. Mon ADN contient des structures dépassées que je ne parviens pas à éliminer. Je voudrais être décolonial et déconstruit, mais je suis catholique, militariste et en cure de désintoxication. » Ah, on en revient un peu à une autre idée. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux de ma part, mais une autre idée masculiniste qui est le retour au primitif, c'est-à-dire que si les hommes sont tels qu'ils le sont et qui sont violents et tout ça, c'est que finalement c'est dans l'ADN des gens d'être violents et c'est pervers dans le sens perversion, dans le sens en dévoiement que de demander aux hommes d'être autre chose que donc être un peu cet homme des cavernes ouga, tu vois. Et là, bon, c'est pas l'homme des cavernes, c'est l'homme catholique militariste. Donc il y a un retour aux sources finalement. Ces deux passages sont un peu des deux retours aux sources. On peut peut-être passer au suivant, dernier chapitre, et j'ai une citation pour faire la transition, on est page 127. Je voudrais achever ces confessions d'un hétérosexuel sur une note prime sautière. Ni l'anesthésiant colombien, ni la religion catholique, ni la discipline des marsouins ne sont parvenus à me guérir de ma pire addiction, le sexe. Le dernier chapitre est bel et bien sur le sexe, et c'est celui qui a été le plus cité parce qu'il est en roue libre, hein. Ouais. Disons-le quand même. Franchement, c'est vraiment le chapitre qui m'a déprimée. Moi, ça m'a profondément déprimée. Parce que je l'ai lu sérieusement en prenant des notes, et le problème, c'est que quand tu commences à lire trop sérieusement ce passage totalement en roue libre, ça te donne une vision du monde qui est horrible, quoi. Quand t'es une femme, lire ça, c'est un peu une épreuve. T'as l'impression d'être sur internet, tu sais, les mecs qui vendent des formations pour draguer. C'est vraiment ça, page 143. L'homme veut se rapprocher de la femme sans l'effaroucher, lui donner du plaisir sans la maltraiter, la séduire sans la harceler, se déclarer sans l'agresser. Mais cela devient aussi compliqué que de trouver un billet de train sur SNCF Connect à moins de 200 € en période de vacances scolaires. Non, attends, page 128. Le seul moment où un hétérosexuel peut s'exprimer sincèrement devant une femme, c'est dans les minutes qui suivent son éjaculation. Le reste est du baratin pour voir vos seins. La classe. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ça t'empêche de penser le monde de manière... c'est une vision du monde qui est atroce quand t'es une femme. Bref. Après, il y a un passage qui a été très, très médiatisé. Je le retrouve pas. Ah oui, c'est ça. Oui, la peur de la prison ferme retient les hommes d'agresser sexuellement toutes les femmes qui leur plaisent. Et donc ça, c'est un passage qui a été très, très médiatisé, qui a été repris aujourd'hui. C'est quelque chose que les gens me disent quand j'ai dit que je le lis. C'est cette thèse très, très provocatrice qui est que les hommes, en fait, ne pensent qu'au cul, ne
pense, quand il voit les femmes, en fait, il les déshabille. Ah bah justement, c'est son test du jeu du oui-non, qui consiste à regarder toutes les femmes que l'on croise dans la rue en se demandant si oui ou non on pourrait coucher avec elles. Oui, et puis il y a un système d'autocensure, c'est-à-dire que les hommes ne veulent que baiser. C'est vraiment une partie très gênante pour ce podcast, c'est que je te regarde droit dans les yeux en mode genre, les hommes sont des monstres qui ne veulent que baiser. Je vais laisser un petit passage genre bien blanc, genre, alors Martin. Et en fait, donc ce qu'il dit, c'est que les hommes ne sont que des amas de désir, quoi, un truc un peu, voilà, mais qui se retiennent. Et donc il dit aux femmes, il s'adresse directement aux femmes, et il dit genre, mais vous devriez nous remercier, vous devriez avoir de la gratitude. C'est ça, il veut une médaille, il veut un cookie, quoi, donner-lui un cookie. Et c'est pas le premier cookie qu'il demande, hein, d'ailleurs. Ah, ça, c'est clair. Donc c'est un discours qui est limite un peu, qui est pas dangereux, mais qui est un peu violent pour les, enfin, c'est pas violent, c'est genre, Si, c'est carrément violent. Enfin, à une autre page, c'est si je réalisais mon désir, je serais tout le temps tout nu dans la rue, en train de me frotter sur des inconnus comme un caniche. Qu'est-ce que tu veux ajouter à ça? Et à nouveau, on peut se dire non, mais c'est une blague, le mec il déconne, il faut juste lire ça en riant. Et à vrai dire, c'est assez rigolo de l'imaginer dans cette position-là, c'est humiliant d'une certaine manière. Mais il y a ce côté où il dit genre, d'un côté, il dit aux femmes, en fait, les hommes ne veulent que vous baiser, donc vous devriez avoir peur, mais ils se retiennent, donc vous devriez avoir de la gratitude. Mais si vous continuez à nous faire chier, on va plus se retenir, donc vous devriez avoir encore plus peur et vous contenir vous-même, en fait. Et ça, c'est un discours qui est, je sais pas comment dire ça, genre, Mais qui est super chaud si on le prend au premier degré. ouais, c'est ça. Et qui donne, et ce qui est marrant, c'est qu'il revient à Annie Ernaux, parce que il dit, ah, bah, moi, je me demande parfois ce qui se serait passé si j'avais rencontré Annie Ernaux en 1984, quand elle a reçu le prix Renaudot. Qu'aurais-je vu? Une blonde canon de 44 ans débarquant de Normandie, en colère, timide et érudite, complexée socialement et ambitieuse littérairement. J'avais 20 ans et je serais tombé amoureux tout de suite, alors que nous n'étions, à l'évidence, pas faits l'un pour l'autre. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'il se venge en mode, ouais, t'as peut-être eu le prix Nobel, mais je t'aurais baisé. Ouais, c'est un peu ça, sachant qu'Annie Ernaux se fait égratigner à plusieurs reprises dans le bouquin, comme quelqu'un qui a pas de talent, dont l'œuvre est creuse et qui a juste utilisé le fonds de commerce qu'elle a reçu à la naissance, c'est-à-dire de venir d'un milieu de parents épiciers, d'un milieu simple en Normandie. Il lui en veut qu'elle ait dit qu'elle voulait venger sa race et venger son sexe, alors que lui dit des trucs bien plus dégueulasses. Mais il y a un peu un pattern dans ce livre où il dit non mais vous vous rendez compte ce qu'ils ont dit, alors que lui-même dit des trucs horribles. C'est exactement ça, c'est page 156. Je n'ai rien choisi, pourquoi m'en vouloir d'être moi? Inutile de m'encourager à me haïr, je fais ça très bien, je suis l'enfant athée d'une famille catholique, je suis l'héritier planqué d'une lignée de militaires, je me suis drogué pour me mettre en danger, parce que ni l'homme sans Dieu, ni guerre se sont perdus. Mais on voit qu'il est jaloux, en fait, que Annie Ernaux a réussi à faire ce que lui n'a pas réussi à faire, et il considère qu'elle a réussi à faire ce que lui n'a pas réussi, c'est-à-dire avoir le prix Nobel, parce que son fonds de commerce à elle était meilleur que le fonds de commerce que lui a reçu, c'est-à-dire le partouzeur de droite versus une famille de droite aussi, quand même. Donc, ce qui est marrant, c'est que pour revenir à cette histoire de comment ose-t-il dire des choses alors que lui-même dit des choses horribles, il s'en prend à Virginie Despentes à nouveau, sur le fait que Virginie Despentes considère que l'on peut devenir lesbienne et que c'est finalement vachement bien de devenir lesbienne. Donc il cite Cher connard, comme hétérote, je suis une brêle, alors que sur le marché lesbien, je suis l'équivalent de Sharon Stone. N'est-ce pas bizarre? Ces lesbiennes qui expliquent que les femmes devraient toutes devenir homosexuelles, comme si on choisissait sa sexualité sur un menu de restaurant. Et donc il joue genre, comment ose-t-elle dire ça? Alors que lui, il dit des trucs horribles. Et je tiens à dire un truc. Si je deviens lesbienne, c'est pas grâce à Virginie Despentes, c'est grâce à Bec BD. Parce qu'après avoir lu ce chapitre, j'ai juste plus envie de toucher un homme avec un bâton. Enfin, il commence à tortiller du cul, quoi. Et donc là, genre, mais attends, tu nous as accusés pendant des heures et des heures de nous-mêmes tortiller du cul, d'être trop provoqués, d'être chiante. Et là, tout d'un coup, c'est toi qui as le droit de se sentir choqué, tu vois. Donc nous, on n'a pas le droit d'être choqués. Nous, on doit t'entendre parler de toutes tes histoires horribles et on doit faire genre haha, sacré Freddy, c'est incroyable ce que tu nous dis. Par contre, toi, quand tu lis quelque chose de choquant, tu as ce droit-là de faire oh là là,
Oui, mais il vit ça comme une injustice. Pour lui, page 159, c'est je suis casque bleu malgré moi au sein d'une lutte intestine au mouvement féministe entre les anti-hétéros et les pro-sexe. Je suis le gars qui tente de séparer deux féministes en pleine baston et c'est moi qui prends des nions dans la figure. Enfin, c'est encore la posture victimaire de l'auteur qui a l'impression de jouer un rôle, enfin, ou qui veut donner l'impression de jouer un rôle dans le débat public alors que j'ai pas l'impression qu'il en est. Personne ne lui a rien demandé. C'est ça qui est marrant. Enfin, il est critique littéraire et écrivain. Enfin, c'est pas un... Disons qu'il n'a jamais eu de rôle politique dans sa vie avant MeToo, on va dire ça comme ça. Bon, certes, il y a eu cette histoire de prostitution, mais c'est à peu près tout. Et ce qui est terrible avec son rapport à la prostitution, c'est qu'il dit il faut pas interdire la prostitution parce que sinon les hommes vont commencer à violer encore plus. Et donc c'est un rapport aux travailleuses du sexe qui est horrible, quoi. Bref, ça donne cette image de la prostitution, enfin du travail du sexe, qui est là comme manière de contenir une violence. Et donc finalement, les travailleuses du sexe sont là pour être violentées d'une certaine manière, c'est-à-dire à la place des bonnes femmes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une sorte d'exutoire pour éviter qu'il y ait de la violence dans la société. C'est les boucs émissaires du sexe, quoi. C'est ouf d'avoir ce genre de propos. Peut-être sur ce dernier mouvement du bouquin qui finalement est de conclure sur la place de la femme et notamment du couple au sein du couple marié à laquelle un couple auquel il accorde une grande importance et qui finalement est ce qui va venir canaliser les pulsions du bonhomme. J'ai envie de, si je le résume à grands traits, page 161, je cite: il faut être capable de se concentrer sur la vision d'une seule femme qui en cumule 1000. Il parle de l'épouse. La mienne est innombrable, mère et enfant, salope et amie, douce et sévère, passionnée et hautaine, artiste et bourgeoise, chaude et indépendante, tendre et snob, épouse et sexy, plus présente que Dieu, plus excitante que la cocaïne et plus protectrice qu'un régiment armé jusqu'aux dents. C'est elle, la structure de mon chaos. Non, mais c'est une conclusion que je trouverais assez romantique, tu vois, c'est une sorte de déclaration d'amour qu'il a à sa femme. S'il n'y avait pas tout ce qui précédait, oui. Oui, alors que moi, enfin, franchement, je serais sa femme et je lirais le début du chapitre, j'aurais un peu peur pour moi, tu vois, genre, je serais un peu mal à l'aise. Oui, pour conclure, est-ce que c'est une bonne surprise ou un vrai torchon? Moi, je dois dire que ça a été l'une des lectures les plus pénibles que j'ai eu à faire pour ce podcast. Et j'en ai eu des pénibles, mais celle-ci était et je pense l'unique chose qui a fait que c'était OK, c'est que c'était assez court. Oui, ça se lisait vite au moins. Oui, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il en veut pas mal à Annie Ernaux en mode ouais, tu fais ton beurre de ton statut de victime, tu vends des livres et des livres sur ta vie, tu t'exhibes pour de l'argent. Et lui, donc ce livre fait 63 pages et m'a coûté 20 €. 163, hein. 163 pages, ouais. 63, je me disais, il paraissait plus long sous format Kindle, ouais. Qui coûtait quand même la modique somme de 5 €. Donc bon, voilà, il s'est fait des sous. Et je pense que, peut-être comme conclusion, c'est que c'est une entreprise commerciale, ce livre. J'ai l'impression qu'il a condensé un peu le café du commerce des mecs de son âge. Il l'a mis dans un bouquin et je pense que ça s'est bien vendu. Et l'aspect un peu choquant a permis une bonne campagne de pub qui lui a permis de vendre pas mal de livres. Bon, j'ai eu du mal le livre m'est tombé des mains plusieurs fois, donc mon conseil ce serait, si vous voulez vous réconcilier avec Bec BD, lisez la trilogie Mémoire d'un jeune homme dérangé, Vacances dans le coma et L'amour dure 3 ans, c'est vachement bien. Moi, je veux plus jamais rien lire de lui. Enfin, désolé, hein, mais il m'a vraiment dégoûté de ça. Après, l'autre raison aussi pour laquelle je veux pas lire, je sais pas si c'est quelque chose qu'il faut dire dans le podcast ou pas, c'est que en décembre 2023, il est quand même placé en garde à vue pour viol. C'est intéressant parce que là, la procédure est toujours en cours, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. J'ai pas du tout envie de m'avancer sur ces sujets-là, mais ça serait intéressant de relire ce livre avec une idée de est-ce qu'il n'a pas écrit ce livre pour justifier une certaine forme de prédation, tu vois, en mode en fait il est provocateur, mais finalement ça lui permet de se justifier et de permettre à certains faits de se faire, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est une ligne de défense hasardeuse, on verra, l'avenir nous le dira. Enfin, plus ce qu'il a dit quand il est sorti de garde à vue. Moi, je recommanderais pas mal La crise de la masculinité de Francis Dupuy-Derry. C'est un livre d'histoire, on va dire. Alors, il est professeur de sciences politiques, mais c'est quelque chose qui remonte assez loin dans le temps et qui va parler de tous les discours assez similaires à celui qu'on vient de lire aujourd'hui sur la crise de la masculinité et qui remonte à Caton, quoi, qui remonte à très 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 tôt dans le temps. De tout temps, les hommes ont été
En crise. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram @torchon.podcastlittéraire pour nous donner vos idées et vos réactions sur cet épisode. Et je vous conseille de le suivre pour plus de recommandations, de critiques et de coulisses. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt.